bon? Visiblement. Tout le monde est là. Bonjour et merci de nous retrouver. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi je sais pas mais le mien. Ah ben ouais. Ok. Je me suis attribué les deux. Tu m'en voudras pas. Alors j'espère que tout le monde est là. Oui, ça a l'air. Ça va, on peut désactiver ton micro tout de suite. Donc pour la session, tout le monde est là, c'est bon? Ok, donc, session d'aujourd'hui, vous allez ajouter aux petits ingrédients, vous allez faire les sortir du sac, c'est prêt. Durant la session, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez taper un message ou réactiver votre micro afin de poser la question au chef qui vous entendra avec cette petite oreillette. Et puis voilà, donc merci de nous avoir retrouvés, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est parti, Thomas s'occupe de vous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc comme on vous a normalement notifié, hein, vous avez donc les filets d'agneau, parce qu'aujourd'hui on va vous faire donc des filets d'agneau avec un pesto à la menthe et au persil, une purée de persil racine et pour un groupe une purée de céleri et des petits dés de courge glacés qu'on va faire avec un miel aux épices. Donc vous avez reçu tous vos ingrédients. Simplement pour la purée, petit aparté, j'ai un céleri et les racines de persil. Je ferai les deux recettes différentes. Bon, moi je vais les réunir comme ça, ça sera plus simple au niveau de la cuisson, etc. Il n'y a pas de grande différence, si ce n'est vraiment le goût. Voilà. C'est une recette qui est un peu plus simple que celle qu'on avait fait les dernières fois. Qui sera un peu plus fraîche aussi parce que la sauce est vraiment très légère, c'est un pesto à la menthe, ça va être très herbacé, ça va être vraiment très très bon. Si vous avez le moindre doute, si vous avez des questions, si vous avez raté une étape, n'hésitez pas à nous le dire, on prendra le temps, on est avec vous, on a grosso modo 1h30, enfin une bonne heure pour 1h et demie pour se faire à manger et qu'on reste dans les temps. Donc n'hésitez pas à poser la moindre question, on est là pour ça. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une passoire, d'un mixeur, de casserole, de poêle et si vous pouvez même d'ores et déjà le mettre une casserole avec de l'eau, tout simplement à bouillir. On va l'utiliser d'une pour blanchir les courges et de deux pour blanchir les herbes. Donc moi, comme vous voyez, je le mets aussi en chauffe tout de suite, comme ça. On est bon. Donc tout simplement de l'eau froide avec deux belles pincées de sel. Là j'ai grosso modo 1,5 litre d'eau dans ma poêle. Ça va servir à blanchir et la courge et nos herbes, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc pour les groupes, vu que vous êtes plusieurs, vous allez avoir un peu plus de main, ça sera un peu plus simple pour vous. Ce que je vous conseille déjà, c'est de mettre des personnes à équeuter les herbes. Tout simplement parce que ça prend un petit peu de temps. On va en avoir besoin très rapidement en plus, donc vous pouvez déjà commencer à mettre des personnes pour équeuter nos herbes. C'est pareil, petit point, on va avoir besoin du four pour torréfier nos amandes et pour finir la cuisson de la viande. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre votre four d'abord à 160 degrés, 160, 170, en fonction du type de four que vous avez. S'il est performant, plutôt 160. Si vous voyez que quand vous faites des recettes à la maison normale, chaleur tournante, oui, toujours préférable de mettre la chaleur tournante parce que ça veut dire que toute l'enceinte est à la même température. Donc vraiment, on met toujours toujours en chaleur tournante de manière générale. On peut commencer à équeuter les herbes du côté de chez vous. On va commencer, nous, par la purée de céleri et de persil en fonction des groupes. Moi, je vais faire la cuisson au Thermomix simplement parce que c'est plus simple pour nous et puis ça nous fait un peu moins de vaisselle. Si vous n'en avez pas à la maison, une simple cuisson à la casserole et ensuite passer au mixeur ira très bien. C'est la même chose, c'est simplement que nous, c'est un côté un peu plus pratique. Donc tout simplement le persil tubéreux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement la racine du persil.
quelque chose qui est très frais. Ça ressemble un tout petit peu au céleri, mais le goût est légèrement différent. Donc tout simplement, on va venir l'éplucher avec un économe, venir vraiment raser celui-ci très simplement et très rapidement. Alors c'est pareil, un peu comme toutes les racines, si jamais vous avez des morceaux de peau qui restent, n'hésitez pas à repasser 2 ou 3 fois au même endroit. Ça vous permettra d'une d'enlever la peau convenablement et puis surtout d'éviter que s'il y a du sable ou de la terre emprisonnée à l'intérieur, et ben ça vous porte préjudice ensuite à la dégustation. Donc on peut raser des deux côtés, enfin parer des deux côtés, tout simplement comme ça, pour enlever vraiment les parties qui ne sont pas très bonnes. Pour ceux qui ont le céleri, ce que je vous conseille donc, pour le faire, tout simplement, on vient parer de chaque côté, au-dessus, au-dessous. Au-dessous, on peut y aller, on peut parer un petit peu parce que il y a des racines et souvent de la terre avec. Donc on peut se permettre d'en enlever un petit peu quand même. Ça va permettre de gagner beaucoup de comment dire, de facilité au point de vue de la dégustation. Et tout simplement, on va venir avec un couteau le peler comme ceci tout le long. Hop, comme ça, on arrive à avoir un céleri, qui est bien pelé. Hop. Donc là, vous voyez, moi, j'ai vraiment plus aucune aspérité. Et là, au niveau des racines, on n'hésite pas, avec un couteau un peu plus petit, on vient vraiment tailler pour enlever un maximum de peau. Et aussi, comme je vous l'ai dit avant, toutes ces aspérités qui peuvent retenir de la terre, qui peuvent retenir du sable, enfin des choses qui sont vraiment pas très agréables à la dégustation. Vous voyez là, moi par exemple, il me reste un petit morceau ici, hop, on vient tout enlever. Et ensuite, on débarrasse le tout pour que ça reste bien propre. Donc moi je me fais la deuxième racine. Alors, chez vous, vous avez une brique de crème et normalement un morceau de beurre qui est noté beurre purée. Donc vous pouvez déjà d'ores et déjà sortir ces deux poches et les ouvrir. Comme ça vous permet d'être prêt directement. Voilà. Donc là, vous voyez comme d'habitude, hein, j'ai des céleris, en l'occurrence des racines de persil qui ne font pas exactement la même taille. Donc il y en a une que je vais venir couper en deux pour affiner celle-ci. Et celle-là, on va la laisser normale. Et voilà, on vient faire des morceaux de environ 2 cm de tronçon. Comme ça, ça permet d'avoir une cuisson bien uniforme de l'ensemble. Et ça va nous faire gagner du temps. Ça évitera de surcuire certains morceaux, de faire approcher au fond de la casserole. Donc on vient tout simplement le mettre à l'intérieur, donc de votre casserole ou de votre robot en fonction de ce que vous avez. Bon alors nous, on n'est que deux à manger, donc je vais faire que la moitié du céleri, mais si jamais chez vous, ça va être la même technique. Donc tout simplement, on vient tailler dans le céleri des espèces de rondelles comme ça, toujours pareil, qui font grosso modo 1,5 cm, 2 cm. On va venir faire des genres de frites dans l'épaisseur, comme celle-ci là, vous voyez. Et ensuite, perpendiculairement à ce que l'on vient de tailler, on va pouvoir venir faire des dés. Hop. Et donc, mettre tout ça, toujours pareil, dans la casserole ou dans la cuve de notre robot en fonction de ce que l'on a. Donc ensuite, on va venir mettre donc toute la crème qu'on vous a fournie, plus le beurre que je vous ai dit juste avant, le beurre pour la purée. Donc on met tout directement à cuire. Alors on va mettre le beurre et la crème à cuire, on va pas faire cuire le légume dans l'eau, tout simplement parce que ça va nous permettre de concentrer les goûts de l'ensemble. Donc c'est-à-dire que le légume va rendre son eau de végétation dans cette cuisson là, dans ce gras, et ça va permettre vraiment de concentrer les goûts. Ensuite, la matière grasse accroche plus les saveurs, donc ça va permettre encore une fois d'augmenter ce goût. Et le gras va rentrer à l'intérieur du légume, ce qui va en quelque sorte le faire confire, ce qui va nous permettre d'avoir une texture qui est vraiment agréable, vraiment soyeuse, très très souple.
Et on scelle, mais on ne scelle pas trop, car si on scelle trop en début de cuisson, à la fin de la cuisson, une fois que l'ensemble aura réduit, on aura vraiment beaucoup trop de salinité dans notre préparation, et c'est pas ce qu'on recherche. Bon, moi je rajoute un tout petit peu d'eau à l'intérieur, parce que du coup j'ai plus de masse, vu qu'il a fallu que je rajoute le céleri, mais chez vous, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est vraiment moi pour m'assurer une cuisson optimale. Donc là, moi, mon eau commence à bien bouillir. Donc pour la cuisson, si vous le faites à la casserole, on va partir sur un feu fort au tout début pour vraiment le monter en température. Et une fois que la crème commence à bouillir, on le baisse à feu moyen. Et de persil vont aussi dans la crème. Oui, oui, oui. On met racines de persil pour les uns et le céleri pour les autres, parce qu'on fait deux recettes en même temps en fait. Émilie et Patricia. Oui. Et Pauline et Alex, eux, ils font que de la purée de persil. C'est ça, que la purée de persil. Et on a donc le troisième groupe, le groupe de Sarah, qui eux font une purée de céleri. C'est pour ça que là j'ai fait les deux recettes en une en fait, pour expliquer aux deux parties comment faire chacun de son côté les différentes étapes de la recette. Donc on met donc le céleri pour un groupe et la racine de persil pour les deux autres groupes à cuire dans la crème et le beurre. On met toute la crème et tout le beurre. Et ensuite on va donc faire cuire donc soit au robot on met à température 100-105 degrés pendant une quinzaine de minutes, pendant les 15 minutes on va dire, ou alors sinon à la casserole on va tout mettre, couvrir, mettre à feu fort au début en faisant attention que ça n'accroche pas. Et on viendra baisser le feu une fois qu'on entendra que la montée en température s'est fait. Donc moi je mets juste ça. Donc on a dit 15 minutes. Hop là, j'entends quelqu'un qui a mis son micro. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser? Ou c'était une fausse manip? C'est tout bon? Ok, bon, très bien. On a Sarah qui est bien. Tout le monde nous entend bien, le groupe de Sarah, d'Alex, d'Emilie, visiblement tout le monde a l'air de suivre, toujours au top. Bon ben très bien. Donc maintenant on va pouvoir passer à la courge. Donc la courge là c'est pareil, on va la peler un peu de la même manière qu'on a fait juste avant avec le céleri. Alors il y a juste le groupe de Sarah, il me semble, qui n'a pas un palais comme celui-ci, qui a un morceau de courge là où il y avait les graines, donc qui est un peu plus concave. C'est pas grave, la technique est la même, ça sera juste un petit peu plus technique. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est couper dans le sens de la longueur en deux la courge, ça vous permettra d'avoir des parties plus fines et plus simples à peler, un peu comme nous là, vous voyez. Donc tout simplement en faisant le tour de la courge et en essayant d'avoir des peaux les plus fines possibles, on va pouvoir venir peler cette courge donc de manière très simple et très rapide, comme ceci. Hop là, j'ai oublié un petit morceau. Donc voilà, ça nous fait vraiment notre palais pelé de tous les côtés. Et ensuite, on va pouvoir venir, donc pour ceux qui ont un palais comme celui-ci, venir le retailler en deux. Comme ça nous fait deux palets d'épaisseur similaire. Je vais juste aller chercher un petit morceau de courge comme le second groupe là. Comme ça, je vais montrer la technique aussi. Parce que là, du coup, ça va légèrement changer. Donc voilà, vous à la maison, vous avez plutôt ce type donc de courge. Sarah, hop. Alors attendez, je vous montre rapidement la différence entre les deux. Hop. Donc c'est pareil, à la maison, si jamais un jour vous faites de la soupe de courge butternut comme celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la peler, parce qu'une fois que la courge est cuite, la peau est vraiment plus souple, et puis en plus ça vous fera une soupe qui est pleine de nutriments, parce que sur la plupart des légumes,
les nutriments, enfin l'extérieur entre guillemets, la partie extérieure du légume est plus riche en nutriments. Donc là, comme je vous ai dit, on vient peler tout ça. Et donc là, hop, vous voyez, donc là on a la même forme en fait que tous les autres. Simplement vous n'avez plus besoin du coup de tailler dans l'épaisseur. Il va simplement falloir venir le tailler en faisant le tour de cette cavité où il y avait les graines pour faire des frites un peu comme ça, là, vous voyez. Et ça va vous permettre de faire des cubes de la même taille que ceux que nous on va faire avec le palais. Donc là, voilà, j'ai tous mes petits morceaux. Donc pour les autres, notre palais il est donc taillé en deux. Donc on va tout simplement pouvoir venir, comme avec le céleri tout à l'heure, faire nos petites frites. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, de manière perpendiculaire à ce qu'on vient de tailler, on va venir, hop là, faire nos dés. Alors celui-là, je ne pas 3D, donc on écarte. De grosso modo 1 cm de côté. Voilà. Et donc ensuite, nous, on vient retailler dans ce sens-là. Et vous voyez, on a des dés de la même taille, quel que soit là vous voyez ça, on reconnaît le centre, c'est là où il y avait les graines. Et ceux-là, on voit que c'est un cube qui est bien réalisé, c'est là où il y avait le palais, entre guillemets, qu'on vous avait fourni. Donc là, voilà. Donc on a nos petits dés de courge. Hop, donc on vient le débarrasser dans un petit bac. Donc on a notre eau là qui est à température, qui bouffe. Ça va nous permettre de cuire le tout. On va y cuire très rapidement. Donc c'est pareil, vous pouvez chez vous à la maison commencer à préparer une passoire, à préparer un peu d'eau fraîche, parce que dès qu'on va sortir les dés de courge de la cuisson, on va donc les mettre dans la passoire et les passer sous l'eau pour arrêter la cuisson tout de suite. Ça permettra de garder cette courge qui sera quand même légèrement croquante et qui donnera un côté assez gourmand. Ça va venir un peu réveiller les papilles quand on croque dedans. Ça va être, c'est vraiment la texture qu'on souhaite pour avoir quelque chose de très agréable. Donc une fois que vous avez mis vos dés de courge à cuire, n'hésitez pas à passer un petit coup de cuillère à l'intérieur pour venir vraiment détacher tous les cubes, parce que la courge étant un légume qui est assez sucré, elle a tendance à rester collée. Et si les dés restent collés les uns aux autres, eh bien, la cuisson ne sera pas exactement le même sur toutes les faces. Donc on n'aura pas quelque chose qui sera très bien cuit et du coup très agréable à manger. Donc là on est parti pour 2 minutes de cuisson. Ça va aller très vite. On le laisse cuire. Moi l'eau est très vite remontée en température. Quand on voit que l'eau recommence à bouillir, que les dés de courge tournent naturellement dans l'eau, on vient légèrement baisser le feu. Parce que le but, c'est pas que ça soit, entre guillemets, pour utiliser une image un peu parlante, que ça soit la machine à laver. On cherche pas vraiment à ce que les dés viennent s'entrechoquer, et auquel cas, s'ils s'entrechoquent, deviennent de la purée. Donc on baisse le feu, je dirais à feu moyen, chez vous à la maison, pour avoir quelque chose d'assez tranquille. Hop. Donc moi, vu que je suis tout seul, je commence à faire mes petites herbes. Voilà, de manière assez rapide. On récupère juste les feuilles. C'est ça, on récupère juste les feuilles. Donc là, vous voyez dans le persil, je laisse un petit peu de branche là, comme ça, c'est pas bien grave. Le but, c'est vraiment de retirer cette grosse côte qu'on n'arrivera jamais à cuire en même temps que les feuilles et qui fera quelque chose de filandreux, de pas très agréable en bouche. Donc là, hop, on se dépêche pour faire ça. Donc là, on est presque déjà à 2 minutes, on est en gros à 1 minute 30 de cuisson. Donc comme je vous l'ai dit à la maison, préparez votre passoire, préparez de l'eau fraîche aussi.
Vous pouvez faire couler un peu d'eau au robinet parce qu'en ce moment elle est vraiment très fraîche quand on tire l'eau du robinet. Donc vous pouvez vous servir de ça, il n'y a aucun souci. Et là, on atteint nos 2 minutes de cuisson. Donc c'est pareil, en fonction des cubes que vous avez fait, la cuisson peut être à plus ou moins 30 secondes. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une cuillère, de venir prendre un dé, si possible un dé de taille moyenne, ce qui vous permettra de savoir si oui ou non l'ensemble est cuit. Là, moi, rien qu'au couteau, je sais que c'est cuit. Quand j'ai coupé, j'ai senti qu'on était bien. Mais n'hésitez pas à goûter. Ça vous permettra d'avoir une idée précise de ce qui se passe. Et tac, tout de suite, on vient arroser pendant 10 secondes, en gros, nos dés de courge pour avoir quelque chose qui s'est vite rafraîchi et qui arrête de cuire. Vraiment, ça c'est important parce que sinon vous allez vous retrouver avec une purée de dés de courge dans votre passoire et c'est vraiment pas ça que l'on recherche. Donc là voilà, je laisse mes dés de courge donc toujours dans la passoire pour qu'ils s'égouttent bien. Et dans la même casserole, je reviens mettre de l'eau à chauffer pour nos herbes par la suite. Donc là voilà, toujours pareil, on pense à bien saler, ça permet d'une d'assaisonner et de deux de fixer aussi un peu la chlorophylle. Ça permet en fait d'augmenter la température d'ébullition de l'eau et ça va venir choquer plus vite la plante et donc du coup ça va conserver la chlorophylle parce que la chlorophylle étant thermosensible, si vous oubliez de faire ça par exemple, vous pouvez avoir beaucoup plus de mal à remonter en température. De l'eau et du sel. Juste de l'eau et du sel, ouais. De l'eau, du sel, on remet à bouillir, on finit d'équeuter nos plantes très rapidement. Alors là, c'est pareil, vu qu'on n'a pas énormément de quantité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pesto au couteau, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire qu'on va venir émincer l'ensemble de la masse au couteau. Si vous avez chez vous un petit mixeur, parce que nous c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de petit mixeur, vous pouvez utiliser un petit mixeur. Si vous avez un pilon, vous pouvez tout à fait le faire au pilon. Traditionnellement, un pesto se fait au pilon, mais c'est toujours pareil. Nous, on n'en a pas à la maison, donc on n'en a pas en cuisine, donc on fait avec les moyens qu'on a. Donc moi, personnellement, je vais le faire au couteau parce que je pense pas avoir assez de masse pour le faire soit dans un Thermomix, soit dans un de nos mixeurs. Donc voilà, pour des raisons de praticité, je vais faire ça au couteau. Mais si vous avez un mixeur ou un pilon, vous pouvez parfaitement utiliser ça. Mixeur ou même blender, hein, c'est le même principe. C'est même mieux d'utiliser un blender parce que généralement vous avez une puissance de coupe qui est supérieure à celle d'un mixeur. Et puis la lame est forcément entre guillemets submergée par la masse. Donc vous aurez une qualité de coupe qui sera vraiment optimale. Hop là. Donc là, j'ai bientôt fini d'équeuter mes herbes. Mon eau est en train de remonter tout doucement en température. N'hésitez pas à me dire à la maison hein, si vous avez une question. On mélange persil et menthe. Oui, c'est ça, on mélange persil et menthe. Vous avez, quantitativement parlant, 2 tiers de menthe et 1 tiers de persil. Le persil va servir déjà de support en goût à la menthe et puis va apporter une petite touche un peu fraîche en plus du citron parce qu'on va rajouter un demi-jus de citron, de l'huile d'olive et du sel par la suite. Mais oui, on va utiliser tout ça pour faire notre pesto. Ça va apporter un petit côté oriental au final qu'on recherche dans cette recette. Donc c'est pareil, si jamais un jour vous voulez le refaire à la maison, vous pouvez mettre quelques épices à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit peu de coriandre par exemple, ou même de la coriandre en grains. C'est vraiment assez libre ces recettes de plantes. Tant qu'on respecte une certaine quantité, en fait un certain dosage, tout ira bien ensemble.
Mais voilà, la coriandre étant une plante assez puissante, eh ben on en mettrait beaucoup moins. Par exemple, on ferait un quart, trois quarts. Hop. Donc là, moi, l'eau commence à bien remonter en température, donc ça ne saurait être trop mal. Donc si jamais chez vous, vous avez fini d'équeuter les plantes, vous pouvez mettre dans un bac vos amandes, amandes en poudre et amandes entières, dans un bac si possible avec un léger rebord, parce qu'on va mettre nos herbes nos fruits secs, pardon, à torréfier au four. Donc on va mettre ça l'équivalent de 5-6 minutes à 160-170 degrés. Et on va mettre ça environ 5-6 minutes. Donc voilà, ça c'est bon. Donc si vous avez déjà fini cette étape-là à la maison, vous pouvez parfaitement le faire. Donc moi, hop là, ça sera donc mon petit bac avec donc mes amandes qui sont là-bas, forcément. Donc là, vous voyez vraiment l'amande en poudre et l'amande entière. L'amande entière, en fait, on va faire un peu le même principe que des amandes effilées, sauf qu'on va le faire nous-mêmes pour avoir quelque chose d'un peu plus épais, pour vraiment avoir une mâche. Ça va nous servir un peu de crumble sur la viande une fois qu'on l'aura dressée. Ça va nous apporter un petit côté crunchy et un petit côté torréfié qui est vraiment, vraiment très agréable. Donc là, voilà, j'ai mis donc mes amandes dans le bac et on va mettre tout ça au four. Donc vous voyez, là, on a vraiment, vraiment une couleur très, très pâle, très blanche. Et le but, ça va être d'atteindre une couleur un peu rousse, si vous voulez. Hop, donc là, on a mis tout ça au four. Et donc, on est parti pour 5 minutes. Donc là, normalement, chez vous, la racine de persil et le céleri devraient être cuits. Pour ça, si vous voulez faire le test, n'hésitez pas à prendre donc une pointe de couteau, à planter cette pointe de couteau dans votre légume, ou même carrément, tout simplement comme on a fait tout à l'heure avec la courge, prendre un morceau dans la casserole et venir le couper et goûter pour tout simplement savoir si oui ou non votre légume est cuit. C'est très important qu'il soit cuit parce que sinon, quand vous allez faire la purée, ça va vous apporter un peu de grain à l'intérieur et ça sera moins agréable à manger. Donc là, voilà, moi je viens débarrasser donc mes dés de courge dans un bac parce que je vais réutiliser la même passoire. Hop là, pour les herbes. Donc là, les herbes, on va pas tarder à les plonger dedans. L'eau met un peu de temps à monter en température. Mais on va pouvoir bientôt y aller. Là, je vois que ça commence à frémir. J'ai des petites bulles qui se forment en fond de la casserole. Donc dans 2 minutes, on est bon. Hop, hop. On en profite pour mettre un petit coup de propre. Ça fait jamais de mal. Voilà. Hop là. Donc là voilà, moi ça commence à bouillir de manière très très forte. Donc on va pouvoir venir prendre toutes nos herbes et venir donc ce qu'on appelle les flasher, c'est-à-dire qu'on va les passer, on va laisser juste remonter à l'ébullition et une fois que ce sera arrivé, on va donc tout débarrasser dans le comment ça s'appelle dans la passoire et venir refroidir ça très très vite. Donc là vous voyez, on commence à prendre une couleur verte très intense. On laisse donc 10-15 secondes. Moi, ça rebout déjà, donc je vais pouvoir y aller.
on a presque des odeurs de thé à la menthe qui commencent à arriver. Et on débarrasse ça. C'est vraiment très rapide. Voilà, on n'hésite pas à venir chercher les petites feuilles qui restent accrochées au fond. Et on vient rincer donc tout ça à l'eau froide pour le même principe que pour les dés de courge, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment refroidir l'ensemble de cette masse pour pouvoir conserver la chlorophylle et conserver cette cuisson qui a été vraiment très rapide, pour conserver un maximum de goût et pour conserver un maximum de couleur. Hop. On se débarrasse de ça. Alors là, ce que je vous conseille de faire chez vous, parce que c'est toujours pareil, on essaye pour un pesto d'avoir toujours les herbes les plus sèches possibles. Donc voilà, on vient mettre un petit peu de sopalin au fond d'un bac. Tant que c'est dans dans la passoire, on n'hésite pas, on presse un peu ces herbes pour vraiment avoir le rendu maximum au niveau de l'eau. Et puis on va venir étaler ces herbes donc sur un papier. Et on va pouvoir remettre un deuxième papier par-dessus pour pouvoir mettre un petit peu de poids sur l'ensemble pour que ça soit vraiment pressé. Voilà, donc on vient appuyer avec la main, tout simplement, et vous voyez, j'ai des petites taches d'humidité qui se forment sur le papier. C'est vraiment ça qu'on cherche à avoir pour retirer un maximum d'humidité de ces herbes-là. Hop. Voilà. Et donc on vient retirer notre papier essuie-tout comme ça. Et donc vous voyez, on a vraiment une masse très sèche et uniforme. Donc c'est pareil, en fonction de votre four, faites attention, les amandes vont bientôt être torréfiées. Là, il doit nous manquer quelque chose comme 1 minute, un peu moins. Donc on vient regarder. Ben moi, vous voyez, par exemple, on est très bien. Vous voyez, on est passé d'une couleur blanche à vraiment une couleur rousse, nous, ce qu'on appelle en cuisine, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la torréfaction idéale. Quand vous passez le doigt dedans, il y a des odeurs de torréfié qui commencent à sortir. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc laisser nos herbes à côté de nous. Là maintenant, enfin moi personnellement, je vais me servir de tout ça pour les hacher, pour faire quelque chose de très fin. Vous, si vous avez un mixeur ou un pilon, c'est le moment de les sortir, de les brancher et de mettre l'ensemble dedans. Hop. Et alors l'important vraiment sur ce type de recette, c'est de laisser donc la poudre d'amande refroidir sur le côté, sur le même principe que pendant la cuisson en fait. C'est que si vous avez trop de chaleur, la chlorophylle contenue dans les herbes, donc c'est-à-dire cette couleur verte qu'on tient absolument à tenir, va s'en aller. Donc le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de froid. Donc on va venir hacher l'ensemble pour que ça fasse une petite purée en fait. Et ensuite on rajoutera l'amande et l'huile d'olive. Et à la dernière minute, on viendra rajouter le jus de citron et le sel. Pourquoi à la dernière minute? Toujours pareil, la chlorophylle est quelque chose de très sensible et serait cuite par la menthe, par le citron et par le sel. Donc en fait, le fait de les mettre en dernière minute, comme ça permettra de conserver une couleur verte très intense beaucoup plus longtemps en fait. Parce que si vous mettez le sel et le citron dès maintenant à l'intérieur, vous allez avoir quelque chose de vert kaki au bout de 10-15 minutes. Donc le but c'est vraiment de le mettre juste avant l'envoi. Comme ça va nous permettre de garder une belle couleur verte. Là je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment un vert qui est très profond
qui est vraiment celui qu'on recherche. Alors c'est pareil, si jamais vous avez vraiment beaucoup de quantité, vous pouvez partir avec des herbes fraîches. Par contre, votre pesto ne va pas se garder aussi longtemps. Ça, c'est une technique alternative. Si vous le faites à la maison, vous allez le lier avec de l'huile d'olive. Il vous suffira simplement de recouvrir ce pesto d'huile d'olive et vous pourrez le garder facilement 15 jours à la maison, quelle que soit l'herbe, que ce soit du basilic, que ce soit vraiment n'importe quelle herbe, vous allez pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps à la maison. Alors que si vous partez sur des herbes fraîches, au bout de 3 jours, déjà, vous allez avoir une altération au niveau du goût. Et normalement, au bout d'une semaine, une fermentation qui aura déjà opéré. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir conserver votre pesto à la maison beaucoup plus longtemps. Avec des herbes sèches? Des herbes sèches? Non, avec quoi t'as dit? Avec des herbes cuites. Alors que si on part sur des herbes fraîches, on aura quelque chose de beaucoup plus périssable. Donc là, vous voyez, je viens hacher mes herbes au couteau, comme ça. Si c'est fait au mixeur, est-ce qu'ils peuvent... tu mets que les herbes au début et après tu rajoutes... Alors, on peut rajouter l'huile d'olive si vous le faites au mixeur. Si c'est pareil, si votre poudre d'amande a déjà refroidi, parce que moi j'ai déjà quasiment perdu la température sur ma poudre d'amande, on peut le rajouter à ce moment-là aussi. La seule chose, ça va être de garder le jus de citron et le sel pour la dernière minute. Ça permettra d'avoir quelque chose de plus vert et de beaucoup plus goûteux aussi. Parce que les saveurs sont altérées aussi par l'acidité et par le sel à la longue. Donc là, vous voyez, moi je commence à être pas mal. Ça fait vraiment quelque chose de très fin, de presque déjà pâteux. Donc toute l'huile d'olive et les amandes. C'est bien ça, toute l'huile d'olive et les amandes. Si les amandes sont froides. Si les amandes sont froides. Voilà, donc là je vais pouvoir prendre un petit bac et m'occuper de faire ma liaison aussi. Voilà. Donc là, je prends mon petit bac. On va pouvoir venir débarrasser nos herbes à l'intérieur. Comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme résultat à la maison par rapport à tout ça. Si vous pensez qu'il faudrait que je vous donne un petit conseil par rapport aux résultats que vous avez, n'hésitez pas à me dire. Je suis aussi parfaitement là pour ça. Voilà, donc moi je prends mon huile d'olive, donc on rajoute à l'intérieur. Et les amandes que la poudre. Que la poudre d'amande, oui, sur les amandes. On garde les amandes entières du coup pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va lier, on va les mixer, pardon, enfin les couper au couteau et tout simplement venir les mettre sur la viande au moment du dressage. Donc là, voilà, je prends mes amandes. Alors ce que je vais faire, c'est débarrasser mes amandes entières. Voilà. Et venir tout simplement la poudre d'amande à l'intérieur. Et donc là, vous voyez, vous avez cette espèce de pâte verte avec des petits morceaux d'amande. C'est exactement ça qu'on recherche. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une pâte bien verte qui se tient, qui est liée en fait avec l'huile d'olive. Voilà, je vais passer un petit coup sur ma planche pour la laisser bien propre. Donc
donc là, on a ça, on a ça. On va pouvoir s'occuper maintenant de la purée, parce qu'elle a dû donc finir de cuire pour tout le monde et doit être prête à passer au mixeur. Donc, toujours pareil, la purée, pour que ce soit le plus lisse possible, essayez de faire ça sur un bac. Alors, soit comme nous, si vous avez la chance d'avoir ça à la maison, utilisez le Thermomix, ça ira très bien. Sinon, si vous avez un mixeur plongeant, essayez de prendre quelque chose d'assez étroit pour essayer d'avoir un maximum de hauteur au niveau. Oui. Oui, c'est bien ça. Avec les herbes, on met la poudre d'amande, l'huile d'olive pour le moment, simplement. Mais de rien. Et donc oui, essayez d'avoir un maximum de hauteur si vous utilisez un mixeur plongeant ou même un blender. Ça vous permettra d'avoir le bas du mixeur en fait, donc la tête complètement immergée dans tous les légumes et il y aura une meilleure force de mixage entre guillemets. Donc on va nous se mettre là-dessus. Donc du coup, moi je le mets à vitesse 7, ce qui me permet d'avoir assez de puissance pour pouvoir atomiser l'ensemble. C'est pareil, hein, le but c'est vraiment de mixer le plus lisse possible. Donc allez-y avec la puissance maximale de votre mixeur, c'est vraiment ce qu'on recherche. Hop là, donc moi je vais me permettre aussi à ce moment-là de prendre avec une maryse toute ma masse, de venir un peu la répartir parce que là vous voyez sur le bord de mon mixeur j'ai vraiment un peu de légumes qui s'est déposé. Donc pour que ce soit le plus lisse possible, on va venir donc tout lisser. Voilà, vraiment frotter les bords du bol pour récupérer un maximum de masse qui n'a pas été forcément très bien mixée. Et on va venir mettre un petit coup au fond aussi pour essayer de répartir justement cette masse qui n'a pas été mixée dans la masse mixée pour qu'elle évite de se retrouver encore une fois sur les bords quand on remettra le mixeur en route. Et donc là, voilà. On remet un petit coup à chauffer, l'équivalent d'une petite minute en fait. Enfin, pour moi, ça va être ça. Après, vous voyez à la maison. Si votre purée est déjà bien lisse, n'hésitez pas, ça suffira largement. Donc en parallèle, dites-moi hein, si je vais un peu trop vite aussi. Hein. Mais en parallèle, vous avez aussi comment ça s'appelle, un sachet qui s'appelle miel aux épices. Donc là-dedans, tout simplement, ce qu'on a mis, c'est du miel, un petit peu d'eau pour que ce soit plus simple à récupérer, et des épices. Donc là, en l'occurrence, rasé la nouche, qui est un mélange de cannelle, de cumin, de coriandre et d'anis étoilé, principalement, parce qu'après, chacun a plus ou moins sa recette de raser la nouche, mais ça, c'est vraiment la base de toute la structure. Et on va pouvoir, on vous a mis de l'eau aussi à l'intérieur, d'une déjà parce qu'on en a besoin pour la recette, mais aussi parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous de travailler le miel dilué. Ça vous permettra d'éviter de galérer à tout récupérer dans le sac. Hop, donc là, on va pouvoir tout simplement le mettre dans la grande casserole. Vous avez aussi normalement un sachet avec marqué beurre courge. Donc on va pouvoir le mettre avec. Et en fait, ça va être ce liquide va nous servir de laquage à nos dés de courge. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va le monter un petit peu en température et le faire légèrement réduire, qui commence, pas qu'il ait un aspect sirupeux, mais qui commence à avoir un aspect sirupeux pour venir envelopper vraiment nos dés de courge, faire quelque chose de brillant, donc de très gourmand,
et surtout de venir laquer l'ensemble pour qu'il y ait ce petit goût un peu sucré, un petit peu épicé, et qu'on retrouve tous ces goûts du laquage dans notre courge. Donc là, du coup, on va pouvoir le mettre, le monter en température. Il va falloir en gros 2-3 minutes à feu fort et 3-4 minutes à feu moyen en fonction de comment vous préférez comment dire, le mettre à réduire. Et on va pouvoir du coup utiliser ça dans 2 petites minutes une fois que ça aura réduit convenablement. Donc votre purée maintenant, on va pouvoir la débarrasser dans une casserole pour pouvoir la réchauffer. Ou alors si vous avez un peu peur de toute la vaisselle que vous commencez à voir que vous accumulez, vous pouvez aussi tout simplement le mettre dans un bac et la réchauffer au micro-ondes. Ça n'enlèvera rien au goût, ça n'enlèvera rien à sa texture et à sa saveur. C'est simplement que c'est beaucoup plus simple à la maison aussi parce qu'on n'a pas forcément, comme nous en professionnel, 10 feux qui sont disponibles tout le temps pour venir réchauffer l'ensemble. Donc si vous voulez le faire de cette manière-là, n'hésitez surtout pas. Nous, donc on le met dans la casserole, vous voyez on a vraiment quelque chose de lisse, quelque chose d'onctueux, ça sent vraiment la gourmandise. On est vraiment... Ah c'est bien. C'est un bon réflexe, voilà. Goûter, c'est la base d'une assiette réussie. N'hésitez pas hein, aussi, parce que moi je parle, je me dis que je commence à avoir un peu soif. Si vous avez un peu soif, n'hésitez pas aussi à vous servir un petit verre. Hein. On est aussi là pour profiter tous ensemble. Mais tiens, je viens de dire ça, mon caméraman a pris son verre aussi. Donc du coup, on va en profiter. On va se laisser une petite pause, le temps de laisser réduire le sirop. Pour savourer un petit verre de vin. Je sais pas si vous avez... Bonne idée pour le vin. Oui, ça permet un peu aussi de savoir prendre le temps et puis de goûter justement, de regarder le sirop bouillir, c'est très bon, ça sent bon, ça donne envie. Comme ça, on commence à se mettre en appétit. Donc là, les recettes sont quasiment terminées. On a notre purée, on a nos décourges qu'on va bientôt finir de laquer. Vous avez remarqué dans votre sac, on vous a mis aussi de la poudre d'olive et du piment d'Espelette. C'est parfaitement normal pour le moment qu'on ne les ait pas utilisés. On ne s'en servira qu'au moment du dressage. Ça va être en fait l'assaisonnement de notre purée. Au moment du dressage, on va s'en servir pour venir parsemer la purée. Ça va apporter déjà de la couleur. La poudre d'olive, c'est quelque chose qui assaisonne très bien et qui va apporter aussi au niveau des saveurs quelque chose qu'on n'attend pas forcément en fait dans ces purées-là, qui sont très douces, qui sont très soyeuses. Ça va nous apporter quelque chose d'un tout petit peu amer, d'un tout petit peu salin. Ça va être vraiment agréable. Vous allez voir, le mariage est surprenant, mais c'est vraiment très bon. Alors si jamais, je sais pas trop s'il y a possibilité d'avoir ces poudres-là en magasin, mais nous on vous les a fournis. C'est quelque chose qui prend un peu de temps à faire. Ça prend entre 8 et 12 heures en fonction du calibre de l'olive, de sa fraîcheur et de la manière dont on les a traités. Ça prend entre 8 et 12 heures à sécher. Il faut les faire sécher très doucement à 80 degrés parce que sinon l'olive devient trop salée ou trop amère. Donc ça demande vraiment à sécher très doucement. Donc on voulait vous faire découvrir ça et on vous les a fournis déjà faites parce que ça permet de découvrir quelque chose et puis 8 heures de live sur Zoom, c'était quand même un peu long, surtout pour faire de la poudre d'olive. Donc voilà, on vous l'a fait et on vous l'a fourni. Ça permet d'avoir quelque chose que vous n'auriez pas fait à la maison et qui vous apportera vraiment une petite touche qui est vraiment sympathique. Les courges sont en train de revenir. Pas encore, là pour le moment je fais réduire le sirop parce que moi malheureusement je me suis un peu lâché sur le robinet et j'ai mis trop d'eau.
mais c'est pas trop grave, c'est juste que ça me demande un peu plus de réduction, qui ne saurait trop tarder d'ailleurs à arriver. Donc quand on arrive à... En fait, ben là voilà, ça y est, moi j'y suis. C'est un peu comme le caramel, pour ceux qui ont fait la première recette en fait. Dès qu'on commence à avoir l'eau qui bout, qui bout et comment dire, cette espèce de couche de bulles qui survit pendant que l'ensemble bouffe, on n'a plus simplement ces bulles qui remontent à la surface mais qui restent à la surface, ça veut dire qu'on commence à atteindre une texture idéale pour le sirop de la cage. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre nos courges à l'intérieur. Je ne sais pas si vous sentez déjà, mais le beurre apporte ce côté gourmand, les épices apportent ce côté vraiment goûtu, et le miel apporte cette légère douceur dans l'odeur derrière. On est vraiment sur quelque chose là qui commence à donner envie, qui sent la gourmandise. Donc là voilà, moi mon sirop commence à être bon. Bon, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais vous voyez les bulles restent à la surface. Donc je sais que là j'ai atteint mon niveau de réduction idéal. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre les dés de courge à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Donc vous voyez, grosso modo, le sirop arrive à hauteur des dés de courge. Et on va pouvoir les laisser comme ça à feu doux, quasiment jusqu'à la fin de la recette. Donc voilà, on va les laisser tout doucement se préparer, se laquer tout seul, plus ou moins, en venant quand même regarder de temps en temps si ça ne bout pas trop fort ou si les dés ne cuisent pas trop. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de notre agneau. Donc petit rappel, on a notre purée, on a notre pesto, on a nos dés de courge qui sont en train de glacer. Là, on va s'occuper de l'agneau, donc tout simplement, on va venir le saler, le poivrer. Ça va permettre d'avoir une couche, une croûte vraiment très gourmande, et c'est absolument ce qu'on cherche parce que ça permet de saisir la viande de manière beaucoup plus simple. Mais par contre, si vous voulez refaire un jour cette recette à la maison, ne salez pas trop en avance non plus, parce que sinon le sel va venir prendre l'humidité, donc le sang, etc., à l'intérieur des chairs, et va assécher la viande. Vous aurez une viande de moins bonne qualité si vous le salez trop en avance. Donc là voilà, j'ai mis le sel, on va mettre le poivre. C'est pareil, le poivre, toujours très important de le mettre avant la cuisson, parce que la cuisson va permettre justement d'avoir une torréfaction du poivre qui va exhauster son goût et qui va atténuer le côté piquant du poivre aussi, qu'on ne recherche pas forcément dans cette recette, parce que au final l'agneau est très bien comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir du piquant par-dessus. Et puis toujours pareil, si on aurait voulu du piquant là-dedans, on aurait rajouté tout simplement un petit peu de piment à l'intérieur de la sauce. C'est déjà d'une beaucoup plus agréable, et ensuite le piment étant un exhausteur de goût naturel, ça permet tout simplement de pouvoir exhauster tous les goûts sans avoir à rajouter beaucoup de sel, etc. Donc là, je viens de mettre moi ma poêle sur un feu très fort. On va pouvoir mettre de l'huile au fond. Le but étant d'avoir une poêle qui est très chaude. Donc on n'hésite pas, on la laisse monter en température convenablement. Pour ceux qui étaient déjà là les semaines avant, vous le savez, jusqu'à ce que la poêle fume. Pour les autres, en effet, le principe de saisir une viande, c'est qu'elle soit saisie à feu très très fort. Donc on va laisser la poêle monter en température jusqu'à ce qu'elle commence à fumer, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire qu'on atteint le point de fusion de la température au niveau de l'huile. Donc c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 200 degrés. C'est ce qu'on cherche comme température. Là vous voyez, moi l'huile commence à faire des petites vagues dans la poêle. Elle commence à crépiter tout doucement. Donc je sais que là on est à 160, 170.
Donc, je vais pas tarder à atteindre ma température adéquate. On vous a donné un petit morceau de beurre aussi, qui ira au moment où, en fait, à mi-cuisson, on va rajouter ce beurre à l'intérieur et on va baisser le feu. Ça va permettre d'apporter un petit goût légèrement fumé, légèrement torréfié de noisettes. Et on vous a mis du thym et du romarin. Donc vous pouvez les sortir de la poche. Ça va permettre de finir d'assaisonner en fait la viande. Les goûts vont s'infuser dans le gras. On va arroser la viande avec. Et ça va nous permettre d'apporter un goût qui est vraiment très intéressant à la viande. C'est ce qu'on appelle nous en cuisine apporter de la vie à une cuisson, c'est-à-dire qu'on la rend vivante, on lui donne plein de saveurs et c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, mais moi ma poêle commence à fumer. Donc c'est exactement ce qu'on recherche. On va venir, en faisant attention à ne pas jeter la viande pour éviter de prendre des projections d'huile, on va venir mettre la viande dans notre poêle. Donc, comme je vous l'ai dit avant, à feu fort, hein, il faut vraiment que ça y aille très très vite. Et là, vous voyez, on a donc notre viande qui saisit et qui crépite bien. Il faut vraiment atteindre cette température qui est assez haute, parce que sinon, la croûte ne va pas se former. La viande va rendre son jus et elle va finir plus ou moins par bouillir dans son propre jus. Et c'est absolument pas ce qui est recherché, parce que là, vous allez perdre en qualité au niveau de la viande. Et vraiment, ce qu'on cherche à avoir, c'est une viande qui est très juteuse, une viande qui va vraiment avoir une belle couleur. Là, vous voyez, moi, je commence déjà à avoir une coloration. Et on évite de trop remuer la viande aussi, de trop la toucher, de trop la piquer, de trop la bouger dans l'ensemble, parce que sinon la croûte ne va pas se former de manière idéale. Et encore une fois, on va avoir une viande qui bouillit plutôt qu'une viande qui se marque, qui devient vraiment très belle, avec une belle coloration et un beau croustillant même presque à l'intérieur. Donc là, moi, je sais que je suis bien. Je retourne la viande. Ah, d'ailleurs, celui-ci est un peu moins cuit, donc on va le passer ici. Je sais pas pourquoi il me fait un point de choc celle-là. Donc là, on est pratiquement à mi-cuisson. Comme je vous l'ai dit avant, on va baisser légèrement le feu une fois qu'on est arrivé là. Et on va pouvoir mettre le beurre à l'intérieur. Donc là, voilà, je le mets entre les deux filets. Et je viens rajouter mon thym et mon romarin aussi, histoire d'avoir vraiment quelque chose. Donc là, vous avez vu, quand je mets le thym et le romarin, ça commence à crépiter. C'est vraiment ce qu'on attend. Je viens légèrement arroser le thym et le romarin d'huile pour que la température monte très vite pour eux aussi. Comme ça, les saveurs vont vraiment devenir très intéressantes à ce moment-là. On vient tout simplement mettre l'ensemble dans la poêle et on va venir arroser comme ça la viande avec avec le beurre et l'huile qui s'en découle. Vous avez des odeurs de thym, de romarin, ça devient très gourmand. Là, vous avez vu, moi, j'ai juste un peu un peu de beurre qui mousse. C'est vraiment que je suis à la bonne température. Si vous l'avez qui mousse mais qui devient noir et qui fait des petits points, ça veut dire que la température est trop haute. Donc il faut baisser le feu. Et donc on va pouvoir venir préparer un petit plat et venir monter le four légèrement en température. Alors nous on a des filets d'agneau qui sont un peu plus petits que les vôtres, parce que les vôtres, je vous avoue, on vous a un petit peu gâté. Vous êtes sur du plus de 200 grammes. Nous là on est sur du 170 grammes parce qu'on essaye de faire attention à notre ligne. Donc voilà, on vous a mis des plus gros morceaux, donc ils vont nécessiter une cuisson au four qui sera légèrement plus longue. Mais ça se joue à quelque chose comme 2 minutes. Donc là, moi, je commence à avoir des petites perles de sang qui commencent à se créer à la surface. Donc là, je sais que j'ai atteint, je commence à avoir en fait le cœur de la viande qui commence à être chaud. Donc je viens tout simplement dans ma plaque mettre mes aromates qu'il y avait au fond de la poêle.
Et puis je vais venir tout simplement mettre mes filets par-dessus. Donc vraiment comme ça, vous voyez. Et venir récupérer tout le gras qu'il y avait dans la poêle pour venir arroser mes filets avec. Et donc on est parti, nous, pour 2 minutes de cuisson. Vous, chez vous, ça sera sûrement un petit peu plus, quelque chose comme 3 ou 4 minutes. Pour avoir quelque chose de saignant, 4 à 5 minutes si vous voulez du rosé. Et si vous voulez plus du à point, vous pouvez mettre 6-7 minutes. Ne le laissez pas beaucoup plus parce qu'après vous allez arriver sur du bien cuit. Quand sur cette qualité de viande-là, vous atteignez du bien cuit, malheureusement, il devient très sec et un petit peu cotonneux. Et c'est vraiment pas le but recherché parce que du coup, vous avez une viande de vraiment basse qualité. Le plaisir gustatif se perd vraiment. Hop, donc là, voilà. Moi, je mets donc ma purée de courge à réchauffer. Mes petits dés sont en train de finir de se laquer là, ils commencent à être très bons, ça sent vraiment gourmand. On va pouvoir rapprocher notre petit pesto. On va couper le citron en deux. On va mettre la moitié du jus dans la courge et la moitié du jus dans le pesto. Alors on va prendre pour ça une petite passoire pour éviter justement. On a besoin des zestes sur la fin. Ouais. Oui, conserver les citrons aussi parce qu'on va zester un petit peu de citron sur la purée en plus du comment ça s'appelle, en plus de l'olive et du piment d'Espelette. Donc là voilà, on met donc notre jus de citron. Hop, non, je te dis, je sais pas ce qu'ils nous ont donné comme citron. J'espère que chez vous, vous avez des citrons qui sont un peu plus juteux que les nôtres. Parce que déjà hier, on a eu ce souci, nous, en cuisine. On espère que ça n'arrive pas chez vous. Mais on a vraiment des citrons qui sont pas très, très juteux. Je sais pas, pourtant, on n'est pas non plus... N'hésite pas si toutefois c'est pas assez juteux, sinon moi à la maison. Voilà, si jamais vous en avez à la maison et que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jus qui sort du citron, n'hésitez pas à rajouter vous-même du citron. Parce que ça va être pas très juteux non plus. Ah ben, c'est dommage. On s'est fait avoir par notre fournisseur. On lui fera le retour. mais oui, du coup, on va mettre donc la moitié du jus. Je l'ai déjà mis dans la courge. Ça va apporter une petite touche. En fait, ça va réveiller les saveurs parce qu'on est beaucoup dans le sucré sinon. Donc, ça va permettre de prendre un peu le contre-pied et de venir assaisonner, d'apporter un peu de vivacité au plat en fait. Hop. Donc là, moi, ça va faire 2 minutes. Donc, je vais retirer mon agneau. Donc là, vous voyez, on a vraiment les petites perles de sang qui se sont créées à la surface. C'est vraiment le but recherché. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tirer la viande, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va le laisser dans la plaque. On recouvre une dernière fois de gras et on va le laisser 4 à 5 minutes comme ça, tout simplement pour que la chaleur se répartisse bien dans la viande et pour que comment ça s'appelle, le jus aussi qui s'est concentré au cœur se répartissent dans toutes les fibres. Ça va apporter beaucoup plus de tendresse à la viande. Elle va être vraiment très tendre et puis le jus aussi sera beaucoup mieux réparti et ça permettra, une fois qu'on le coupe, qu'il évite de couler dans l'assiette. Le fait de laisser tirer comme ça, c'est quelque chose de très important sur une cuisson de viande de ce type-là, de viande rouge. Ça permet vraiment d'avoir un maximum, enfin le résultat le plus optimal possible en tout cas. Donc là, je viens rajouter mon demi-jus de citron. Ouais, enfin, c'est mon demi-jus de citron. Mes 4 gouttes et demi de jus de citron dans le pesto. On n'a plus de citron frais, mais je crois qu'il y a de la bouteille derrière un peu. Hop. Donc là, voilà. J'ai donc rajouté mon demi-jus. Et
Et on n'oublie pas aussi, on met une belle pincée de sel dans l'ensemble. Voilà, ça va permettre d'assaisonner le tout. Donc là, on va afficher un peu, puis on va venir mettre l'équivalent d'une petite cuillère, parce que sinon c'est vraiment plus la même sauce. Donc voilà, on va donc mettre tout ça. Là, on va pouvoir se mettre sur le dressage. Donc on a notre purée qui est chaude, on a nos dés de courge qui sont bien réduits et laqués. On va pouvoir sortir nos assiettes. C'est pareil, si vous voulez, si par exemple vous êtes servi un verre de vin, que vous l'avez pas fini, que vous voulez le finir avant de manger, ce que je vous conseille, alors nous on a cette technique-là parce que notre four est chaud et qu'on peut poser des choses dessus. Sinon, là maintenant que vous avez éteint votre four, vous le laissez porte ouverte, vous mettez vos assiettes une quinzaine de secondes environ dans le four, qui va permettre d'avoir vraiment une assiette qui est chaude mais pas brûlante non plus, parce que le but c'est pas que quand on mette la purée à l'intérieur ou même la viande ça continue de cuire, c'est juste que l'assiette ne serve pas de support pour refroidir l'ensemble en fait. Donc vraiment on va pouvoir, là vous voyez, moi ma purée commence à réchauffer comme il faut. On a un peu de fumée qui se dégage, donc ça veut dire qu'on a dépassé les 70 degrés. Donc on est déjà assez chaud pour pouvoir manger. Ma viande, ça va faire 3-4 minutes qu'elle est en train de tirer, donc on va pouvoir s'en occuper aussi. Donc on commence à être vraiment bien. Donc là, on va pouvoir prendre une grosse cuillère, venir prendre notre purée, qui est vraiment très lisse, c'est très très beau, moi j'adore ça. On va se mettre, donc, là je vais vous en faire une ici, qui sera peut-être plus visible pour vous. Donc là voilà, on se met une belle cuillère de purée. Alors nous c'est pareil, là moi j'utilise une cuillère, c'est presque une louche en fait. Donc n'hésitez pas vous à mettre 2 cuillères de purée, à faire quelque chose de gourmand. Encore une fois, on vous a gâté sur les quantités, c'est tout à fait normal, hein. On cherche quand même à vous faire plaisir, à vous faire bien manger. En plus de faire quelque chose que vous n'auriez peut-être pas fait à la maison, que vous auriez mangé qu'au restaurant, on essaye de vous gâter sur les quantités pour que vous puissiez profiter un maximum de vos assiettes et que vous passiez un bon moment en couple, entre amis, quelle que soit la situation, mais pour que vous puissiez passer un bon moment, boire un bon verre de vin et profiter des gens avec qui vous êtes. Donc voilà, maintenant on va pouvoir mettre nos petits dés de courge qui sont bien brillants, on va venir les mettre sur le bord de l'assiette comme ça, un petit peu de manière aléatoire. Hop, comme ça. Donc là, je repasse ici pour pouvoir venir vous montrer le tout. Voilà. Donc on va venir pouvoir prendre notre viande. Alors là, c'est une technique un peu particulière. On va venir couper la viande vraiment dans la longueur, histoire d'avoir en fait un peu comme si on faisait des tagliatelles de viande. On le fait avant comme ça, parce qu'on va pouvoir le remettre dans le plat, et ça va pouvoir nous permettre d'assaisonner ensuite le tout, et que la viande rende son jus. Donc là, vous voyez, on a vraiment une belle cuisson. On fait des tranches qui sont assez fines, je dirais 2-3 mm. Voilà, on va tout simplement se faire ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été déconnecté ou... Ah ouais, visiblement. Donc là, voilà, on continue à couper nos petites lanières. Nous avons eu un petit problème avec Sarah. Et du coup, pour ceux qui restent, je vais quand même continuer à vous montrer un peu l'assiette. Hop là. Tant pis, je referai la deuxième avec Sarah si jamais besoin est. Donc là, je passe juste un petit coup sur ma planche pour éviter d'avoir plein de jus sur mon assiette ensuite. Donc là, maintenant, ça va être le moment, tout simplement, de mettre une belle poignée de poudre d'olive. Vous voyez, hop, une petite pincée de piment d'Espelette. Alors ça, c'est pareil, vous faites en fonction de vos goûts. Si vous aimez que ça pique un peu, le piment d'Espelette étant un piment qui est très doux, vous pouvez mettre une belle pincée dessus, ça n'enlèvera rien au goût. Au contraire, moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui adore le piquant, ça permet d'assaisonner de manière beaucoup plus juste. Hop. Donc là, je prends ma microplane, je vais juste la sécher. On va faire donc le zeste de citron. Donc nous, on a des microplanes. Si vous, chez vous, vous n'avez que des râpes à fromage, par exemple, ça conviendra largement. Parce que là, ce qu'on cherche, c'est pas à faire d'énormes jus de citron, c'est vraiment de faire... Ah, c'est le retour de Sarah? Non. Sarah 2. Voilà, ça y est, on a le retour de Sarah. Donc là, Sarah, pour faire simple, j'ai juste coupé ma viande donc en lanières dans la longueur. Comme ça, là, comme vous voyez, le filet complet était comme ça. On a juste coupé dans la longueur. On a simplement rajouté la poudre d'olive et comment ça s'appelle, le piment d'Espelette sur la purée, de cette manière-là. Et là, je m'apprêtais à faire les zestes de citron jaune. Donc, comme je disais, nous, on a des microplanes, ce qu'on appelle, qui sont des râpes très fines. Si vous, à la maison, vous n'en avez pas, que vous avez qu'une râpe à fromage, par exemple, ça devrait largement fonctionner. Donc, vous passez tout simplement le citron sur la râpe en mettant du zeste sur la purée. Là, vous voyez, je prends vraiment que le jaune, je laisse le blanc. Parce que le blanc va nous apporter, donc ce qu'on appelle le zis, va nous apporter une amertume qu'on ne recherche pas dans la recette. Donc voilà, on prend vraiment que le zeste. Ça permet simplement d'avoir le goût du citron sans son acidité. Ça va vraiment être agréable. Et donc ensuite, on vient prendre la viande de cette manière et on vient l'enrouler en fait pour lui apporter un peu de volume, pour mettre en avant la cuisson. Et on va se faire une ligne de viande comme ça. Hop, en faisant des petites formes. Hop là. Et on met les bords. Voilà, les bords seront un peu plus compliqués à plier, c'est normal, c'est parce qu'ils sont un peu plus cuits, donc voilà, on peut s'amuser un petit peu avec, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on prend donc les amandes entières que l'on avait, on va venir tout simplement les émincer avec un couteau. En faire des morceaux et on va venir étaler tout ça, enfin parsemer plutôt, tout ça sur notre viande. Voilà. Si vous avez un peu de fleur de sel à la maison, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu, ça va apporter un peu de croustillant à la viande. Ça va vraiment lui apporter un petit côté vraiment sympathique. Donc là voilà, nous on en met un tout petit peu. C'est vraiment par plaisir. Donc je prends ma deuxième assiette, je vais remontrer le dressage avec la poudre d'olive pour reprendre dès le début pour Sarah.
Émilie, oui, la recette va être publiée sur le site internet. Voilà. On a. Spécialement. Je ne sais pas si vous avez entendu, Émilie, on va en effet publier le PDF sur le site avec toute la progression, avec l'ensemble des éléments. Enfin, on va vraiment faire la recette complète. Vous pourrez la refaire à la maison sans aucun problème. Et la vidéo sera sur YouTube. La vidéo sera sur YouTube si vous voulez être secondé au cas où vous auriez le moindre doute sur la moindre technique ou n'importe quoi. On va faire un package complet en fait vous permettant vraiment de refaire limite la masterclass à la maison si vous le souhaitez. Donc là, on dresse la viande. On passe légèrement sur la purée. On peut même s'en servir un petit peu pour faire tenir la viande en collant un petit peu l'ensemble dessus. On met un peu de volume. Voilà. Comme cela. C'est pareil, il vous reste sûrement un petit peu de jus au fond de la plaque, là, comme ça. Vous pouvez vous amuser à en mettre un petit peu sur la viande, ça va lui apporter un petit côté vraiment sympathique parce que ce jus va être aromatiquement très puissant. Il y aura tous les fonds de... Dis à Émilie que la canette, tu peux la mettre lundi ou mardi. Oui, la canette, c'est déjà prêt aussi, mais en effet, ça va être fait en début de semaine, là. Il faut simplement, parce qu'on a changé un peu notre façon de faire. On est désolé, on est encore assez jeune là-dedans, donc on se met au point, mais c'est prévu que ce soit fait. C'est prévu que ce soit fait, la recette est déjà prête, les fiches techniques sont déjà prêtes. Il reste plus qu'à le publier sur le site en fait. Donc on pourra, ça va être fait très rapidement. Hop là. Donc là, on a donc émincé nos amandes. On vient en mettre sur le dessus de la viande. Faire un petit peu comme un crumble, quelque chose de très croquant et de légèrement torréfié. Et on va mettre là aussi un petit peu de fleur de sel. Donc pour la sauce, après c'est un peu vous qui voyez en fonction de comment vous préférez l'utiliser. Moi ce que je conseille c'est de faire quelques points de sauce sur le côté de l'assiette, ça permet de montrer qu'il y en a en fait tout simplement. Et puis d'en mettre un tout petit peu dans un bol à côté pour permettre de tremper sa viande en fait à l'intérieur quand on n'en a plus dans l'assiette ou si jamais on l'a vraiment aimé et qu'on veut en avoir une belle quantité. Donc là voilà, vous voyez, on a une belle cuillère. Encore une fois, le but est d'être généreux. Elle est en train de bouillir ton assiette. Ouais, là en dessous, elle est en train de bouillir un peu. Hop. Oui. Ah. Ben moi personnellement j'utilise un éminceur. Alors après c'est des couteaux de gamme chinoise. C'est pareil, c'est toujours mieux d'avoir un couteau qui est bien affûté. En cuisine, on conseille toujours d'avoir un couteau bien affûté. D'une, parce qu'on se coupe beaucoup moins avec un couteau qui est bien affûté. Bon, par contre, quand on se coupe, c'est un peu plus grave, mais on se coupe beaucoup moins parce qu'on a moins besoin de forcer. Et par-dessus tout, ben moi, j'affûte mes couteaux à chaque fois que je les utilise. Donc là, on le montre pas forcément à la vidéo, mais oui, je les affûte à chaque fois que je les utilise avec un fusil diamant. Et si jamais vous cherchez par exemple des couteaux à la maison qui vous coûtent pas non plus excessivement cher, mais qui vous permettent de bien faire la cuisine, vous avez des gammes de chez Victorinox qui vont très bien pour la cuisine. Si vous cherchez plutôt des couteaux japonais, il y a Kai qui fait des wasabi. La gamme s'appelle Wasabi. Ça permet c'est des couteaux voilà pour 100 ou 150 francs. Vous avez 2-3 couteaux qui vous permet d'être assez comment dire polyvalent au niveau de la cuisine.
C'est des lames assez longues, assez fines. Bon, moi je suis sur du couteau japonais damassé, ce qu'on appelle. C'est un peu plus cher, mais voilà, moi c'est mon outil de travail aussi, donc le but c'est d'avoir vraiment des couteaux de bonne qualité. Et donc voilà, comme je vous ai dit, ça c'est un fusil, ça permet d'affûter les couteaux à chaque fois que je les utilise avant. Et ensuite, ben, on utilise des rémouleurs si on veut refaire le fil correctement. Bien, hop, j'arrive, voilà, nos assiettes. Donc on a nos deux assiettes, c'est gourmand, c'est vert, c'est orange, c'est blanc, ça sent bon. Il va plus que nous rester à vous souhaiter un bon appétit. Merci de nous avoir rejoints. En espérant d'avoir répondu à toutes vos questions et que vous allez bien apprécier votre assiette aussi. Donc voilà, c'est un bon appétit. S'il y a quoi que ce soit, des petites remarques, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email. Vous pouvez nous envoyer vos photos également, on est toujours content de voir ce que vous avez fait. Et voilà, j'espère simplement que c'était agréable pour vous, autant pour vous que pour nous. On va vous souhaiter un très bon appétit, santé, santé, Santé. et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Voilà. Bon appétit. Voilà. Ça va. Et puis là, voilà, magnifique. Hop. C'est qui m'avait parlé sur la fin? C'était Pauline, c'est ça?